je voudrais leur faire un bonjour ou un bonsoir très fraternel, tous qui suivent Dakar 7, et en profiter pour saluer le travail remarquable que cette équipe de jeunes journalistes professionnels est en train d'abattre sur le landerneau politique, social, économique. Et c'est un excellent lien pour justement nos compatriotes de la diaspora qui vraiment vont sur Dakar 7 pour s'informer de ce qui se passe au Sénégal. Je voudrais même saisir cette opportunité pour leur demander davantage d'être sur Dakar 7 parce que c'est le site de référence. Alors, vous avez 19 ans, c'est assimilable à l'âge auquel peut-être une jeune fille pourrait être à l'école ou même pourrait aspirer à avoir un excellent époux. L'AFP est aujourd'hui assimilée à cette très belle femme qui aujourd'hui, quand même, pendant 19 bonnes années, a eu à s'illustrer de fort belles manières sur le landerneau politique. L'AFP d'abord en tant que parti de pouvoir d'abord, en tant que parti d'opposition, et l'AFP également une deuxième fois au pouvoir. Je voudrais rappeler que l'AFP a été créée en 1999. L'AFP a joué un rôle très important dans la première alternance politique avec près de 17%, dont le secrétaire général, le président Moustapha Niasse, a été crédité par les Sénégalais. Et je dois dire que c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal où les Sénégalais ont eu le sentiment de voter pour un ticket, le ticket Wade Niasse. Parce que je vous rappelle, c'était pour la première fois qu'on voyait deux hommes d'État, qui étaient en tout cas deux hommes, qui se présentaient à la face des Sénégalais. Et la présence du secrétaire général Moustapha Niasse a vraiment crédibilisé davantage la candidature du président Abdoulaye Wade. Et je dois dire que même le président Moustapha Niasse n'a pas été nommé comme Premier ministre, mais élu comme Premier ministre du Sénégal pendant 11 mois. Un mariage qui n'a pas trop duré, simplement parce que les deux formations n'avaient pas la même vision, les mêmes méthodes, les mêmes manières de faire. Et les Sénégalais ont naturellement donné raison à l'AFP qui avait quitté l'attelage gouvernemental pour se retrouver comme parti d'opposition. De 2001 à 2012, l'AFP a été, je devrais dire, la locomotive de l'opposition. D'abord, en tant que parti leader dans l'opposition, l'AFP était présente toutes les semaines sur la place publique pour dénoncer les dérives et les errements de cet État libéral. L'AFP a joué un rôle très important dans l'alliance Front Siggil Sénégal d'abord, avant Benno Siggil Sénégal, mais aussi le rôle charnière, je dois dire, de l'AFP dans l'organisation des assises nationales. Et c'est cela qui a permis, en 2009 d'abord, de rafler l'essentiel des villes du Sénégal aux élections locales. Et la résultante, c'était justement la survenue de la deuxième alternance politique, avec toujours l'AFP comme troisième parti, comme faiseur de loi en 2012. Et nous tous, nous avons vu quand même que depuis lors, l'AFP joue un rôle, son rôle qui est le sien, d'être dans l'attelage gouvernemental, de jouer un rôle ici à l'Assemblée nationale, dans toutes les instances qui nous sont dévolues, mais également dans le bon fonctionnement du pays. Et nous avons aujourd'hui, par cohérence politique, par, je devrais dire même par cohérence tout court, pensé que le candidat de l'AFP devrait être le président Macky Sall. Et c'est une décision qu'on avait déjà prise en 2014, à la veille des élections locales, parce que l'AFP avait déjà... s'était déjà inscrite dans la prospective. Et aujourd'hui, l'essentiel de la classe politique est en train de nous donner raison en faisant du président Macky Sall le candidat pour les prochaines élections présidentielles. Alors, je dois vous rectifier parce que l'AFP reste quand même le parti qui aujourd'hui, je dois dire, joue un rôle très important dans la visibilité, mais également dans l'audibilité des politiques publiques au Sénégal. Alors, d'abord, l'AFP en tant que deuxième personnalité de l'État, le président Moustapha Niasse, à bien des occasions, s'est illustré dans le rôle qui est le sien, c'est-à-dire celui, aujourd'hui, d'être le partenaire de l'exécutif. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes dans un régime présidentiel. L'essentiel des pouvoirs sont entre les mains du président de la République. Il ne faut pas que les gens s'attendent à ce que l'AFP soit ce parti de l'opposition d'alors, c'est-à-dire que l'AFP essaie de corriger le président sur la place publique. Ce n'est plus le rôle de l'AFP aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes justement dans la majorité présidentielle. Si nous avons l'occasion de discuter avec le président de la République sur bien des choses, nous le faisons. Et c'est ça notre rôle.
Notre rôle n'est pas de 8 heures à midi d'être un parti de la majorité et dans l'après-midi de nous mouvoir comme parti d'opposition, pas du tout. Nous faisons ce que nous devons faire, nous travaillons. Alors, celui qui gère et celui qui veut gérer n'ont pas fondamentalement les mêmes missions. Alors, ceux qui veulent gérer aujourd'hui sont en train justement de tirer sur tout ce qui bouge. Mais nous autres qui sommes associés à la gestion de l'État, nous n'avons pratiquement pas le temps de parler toujours ou de faire des élucubrations. Il n'y a aucune défection à l'AFP. Le compagnonnage avec le président ne vous handicape pas. Vous savez, l'AFP reste aujourd'hui un parti très vivant, très vivant. Je n'ai jamais vu l'AFP avec autant d'engouement de la part des jeunes. Nous avons un parti aujourd'hui rajeuni. Nous avons beaucoup de jeunes. Nous avons beaucoup de mouvements qui adhèrent. Nous avons même, je dois vous dire, le mouvement des jeunes marchands ambulants qui commencent à rallier l'AFP. Ça veut dire quoi? L'AFP, depuis 2011, n'avait pas eu tous ces mouvements-là. Aujourd'hui, c'est pour montrer que l'AFP est un parti attrayant, un parti attractif, un parti qui fait jaser. Ce qui fait que donc, aujourd'hui, nous avons vraiment l'une des raisons d'espérer, et notre secrétaire général l'a bien rappelé, en 2024, Inch'Allah, le prochain président qui va prendre les témoins des mains du président Macky Sall sera issu de nos rangs. Pourquoi un problème? Pas du tout. Mais nous sommes dans une coalition politique. La coalition politique aux prochaines élections législatives, présidentielles, aura comme mission de défendre un bilan. Nous ne pouvons pas être dans une posture de défendre un programme parce que nous sommes comptables du bilan. Puisque nous sommes comptables du bilan, forcément nous devons aller avec le président de la République qui a eu à dérouler les politiques publiques, à être le dépositaire central des politiques publiques. Donc l'AFP ne peut pas avoir une posture autre que celle-là qui consiste justement à aller co-défendre ce bilan. Positif ou négatif, l'AFP en sera comptable. Et puis maintenant, en 2024, puisque le président Macky Sall, au-delà de 2019, ne sera plus candidat à sa propre succession, l'AFP sera libre de tout mouvement pour pouvoir justement postuler à la magistrature suprême. Et je vous assure que nous y travaillons nuit et jour. Nos instances de base, nos instances centrales sont en train d'y travailler. D'ailleurs, récemment, l'AFP vient de mettre en place un secrétariat politique exécutif avec de nouvelles missions, avec un nouveau postulat, avec, je dois dire même, de nouvelles orientations pour que, comme vous le disiez tantôt, que l'AFP puisse rajouter à sa vitalité, rajouter à, je devrais dire, son agressivité communicationnelle, politique, pour que justement que les belles pages du Sénégal soient écrites par l'AFP. Alors, des critiques très faciles, vous savez pourquoi? Parce que la législature, la 12e législature ne peut pas être nulle. Au vu même aujourd'hui de tous ceux qui veulent être députés. Parce que moi, quelque chose qui n'est pas bon, le bon de Mouti Dougal, ça m'a l'air. Mais aujourd'hui, même, toutes ces personnalités qui voulaient être président de la République sont aujourd'hui intéressées par un poste de député. Cela veut dire que quand même, ils ont senti que ça bougeait pendant la 12e législature. Mais tenez-vous bien, 200 projets de loi ont été votés pendant cette 12e législature, en 60 mois. Plus d'une cinquantaine de missions de terrain. La mission du député, elle est synthétisée en 3 choses. Une mission de représentation, ça veut dire de venir à l'Assemblée nationale, d'y défendre les projets de vos mandats, parce que chaque député est issu d'un département. Alors, les députés le font de très belle manière. Le deuxième aspect, c'est le vote des lois. Je vous ai indiqué tout à l'heure, plus de 200 projets de loi votés. C'est très important. Et ce que les Sénégalais voient à travers la presse, c'est l'étape ultime de la loi, la plénière. Avant la plénière, il y a la commission technique, il y a la commission des finances. En général, il y a même des séminaires de préparation de ces lois-là. Ce qui fait que... En fait, ça c'est un problème de limite avec les textes. Parce qu'aujourd'hui, les textes ne prévoient pas, en tout cas, la médiatisation des travaux de commission. Et nous y travaillons tous pour que quand même nous puissions changer cette disposition. On est à l'époque du numérique. Aujourd'hui, les Sénégalais, s'ils savaient ce que les députés faisaient dans les commissions techniques, dans les commissions d'enquête, dans les missions de terrain, mais je vous avoue que
les gens salueraient les députés avec deux mains. Les députés sont plus fatigués que les ministres dans ce pays-là. Et je disais, le troisième pilier du député, c'était le contrôle de l'action gouvernementale. Ça ne veut pas dire une mission de commissaire en compte ou une mission de Cour des comptes, mais c'est une mission de terrain pour aller voir est-ce que l'argent qui a été voté pour tel ou tel autre secteur y a été dépensé. Et les députés ne font que ça. Nous avons fait beaucoup de missions de terrain. Je pourrais vous en citer quelques-uns. Quelques-unes plutôt. Nous avons fait une mission dans la vallée avec le riz pour voir les problèmes qu'il y avait là-bas. Récemment, nous avons visité l'AIBD pour voir l'état d'avancement des travaux. Nous avons aussi fait beaucoup d'émissions dans les prisons pour voir un peu comment nos concitoyens vivent dans ces milieux. Nous faisons des missions au niveau des hôpitaux, au niveau de l'autoroute à péage, au niveau de l'autoroute Ila Touba et bien d'autres missions qui sont en train d'être faites. Mais les Sénégalais, justement, il y en a quelques, je devrais dire, quelques politiciens essayistes du dimanche qui pensent que c'est en cassant du député qu'il pourrait demain devenir député. Non, c'est une noble mission, être député, être au service de son peuple, être un employé de son peuple. Et humblement, je pense que les députés de la 12e législature se sont très très bien illustrés. L'âge n'a jamais été un handicap dans la nuit des temps. Vous savez, Est-ce qu'il doit passer de sa place aussi? mon marabout, en tout cas ma référence en termes religieux, Serigne Babacar Sy disait qu'il avait peur d'une assemblée exclusivement jeune ou d'une assemblée exclusivement vieille. Il disait que la vie appartenait à l'osmose. Les jeunes qui avaient la force et les moins jeunes qui avaient le savoir. Nous autres jeunes, nous sommes très pressés de dire qu'il faut nous donner, il faut nous donner. Il n'y a pas trop de jeunes. Mais non, il y a beaucoup de jeunes. Hein. Nous sommes à peu près, oui, il y en a beaucoup. Hein. Je vous dis, Assemblée, aujourd'hui, le 3e vice-président est jeune. Au niveau des secrétaires élus, nous sommes 6. Les 5 sont jeunes. Au niveau de la questure, le premier questeur, il est jeune. Alors, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Plus de 50% des jeunes sont sénégalais et des jeunes. Bon, on a 50% de jeunes, donc il doit y avoir de l'équilibre. Mais dans le même temps, il faut dire que dans le gouvernement, nous réclamons 50% de ministres. Hein? Il faut le dire que nous réclamons 50% de ministres. Il faut dire, ben écoute, à l'université, il faut 50% de professeurs. Parce que ce n'est pas comme ça. Il faut donner à ceux qui peuvent assumer les postes, il faut leur donner les postes. Qu'ils soient jeunes, qu'ils soient femmes, qu'ils soient adultes, ça importe peu. Moi, Zator, je suis jeune. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu faire le même travail si j'étais président de l'Assemblée nationale de la 12e législature. Parce que je suis persuadé que cette expérience de pouvoir gérer l'opposition comme le pouvoir m'aurait manqué. Je suis sûr que cette tempérance, ce calme, cette tolérance m'aurait manqué. Parce que jeunesse est synonyme de fougue. Je suis persuadé que je n'aurais pas pu supporter que certains députés s'illustrent d'une certaine manière, sans pour autant user vraiment dans la rigueur du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc je considère qu'à chacun sa place, à chacun son rôle. Et laissons les gens faire leur travail. L'objectif est que c'est pour moi d'ailleurs le moment de saluer le remarquable travail qui se fait entre le président de la République, chef de l'exécutif, et le président de l'Assemblée nationale, chef du législatif. On avait l'habitude de voir des duels entre les deux personnalités. De 2000 à 2012, on a eu 5 présidents d'Assemblée nationale en 12 ans. Alors que depuis 2012, il y a eu une stabilité entre ces deux hommes. Ça veut dire qu'à la place du duel qu'on avait l'habitude de voir, aujourd'hui nous voyons un duo gagnant. Chacun sait sa mission. Le président Moustapha Niasse, en tout cas que je connais davantage, c'est qu'il doit être là pour collaborer avec l'exécutif. Que les gens ne s'attendent pas à des conflits entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République. Ce n'est pas ça leur mission. Leur mission, c'est de collaborer, parce que je le disais tantôt, nous sommes dans le cadre d'un régime présidentiel. Le gouvernement élabore la politique, mais l'Assemblée nationale autorise le gouvernement en termes de budget, en termes de loi.
Ce qui fait que ces deux pouvoirs ne peuvent que travailler ensemble. Ben, naturellement, ben, celui qui naît, grandit, vit, veut toujours avoir plus. C'est logique, c'est normal. Et la place du parti sur le landerneau politique sénégalais le justifie amplement. Et je crois que les personnalités, en tout cas les responsables, au moment venu, en parleront et les Sénégalais verront justement ce qui pourra être fait. L'objectif pour nous, c'est d'avoir une majorité de Benno Bokk Yakaar. C'est ça notre objectif. Tout autre objectif est superflu. Parce que l'objectif, il est unique, il est central, il est, je devrais dire même, partagé par tout le monde. C'est que notre coalition, en tout cas notre liste, soit plébiscitée par les Sénégalais. Parce que, je voudrais rappeler aux Sénégalais, ce qui est en train de véhiculer l'opposition est dangereux pour le Sénégal. Le Sénégal ne peut pas avoir une majorité parlementaire autre que celle de la majorité présidentielle. Dans ce cas, ce qui risquerait d'arriver, c'est un blocage du Sénégal total. Parce que c'est l'Assemblée qui donne au gouvernement l'autorisation de dépenser. C'est l'Assemblée qui donne au gouvernement la faculté de faire des lois. Donc, si jamais les Sénégalais certains politiciens essaient d'embarquer les Sénégalais en leur disant il faut qu'on ait une majorité pour pouvoir contrer le président de la République, nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. Nous sommes dans un régime présidentialiste. Si le président de la République n'a pas une majorité qualifiée pour gouverner le Sénégal, le pays est bloqué. On risque de se lever un jour, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de sécurité. Ce qui arriverait dans ce cas est que c'est l'opposition qui choisirait son premier ministre, qui choisirait son président d'Assemblée nationale. Le président dirait, bon, il faut dépenser 10 000. L'opposition dit non. Et le pays est bloqué. C'est très embarrassant cette question. Parce que simplement, moi, je suis conseiller à la ville, comme vous l'avez indiqué tantôt. Je fais partie de ceux-là qui donnent leur onction pour permettre au maire d'exécuter son budget. Je dois rappeler que le maire est responsable devant le conseil municipal. Et que donc, par conséquent, le maire ne devrait pas faire des choses qui sortent justement de la compétence du conseil municipal. Et tout cela, c'est pour vous dire que nous sommes aujourd'hui dans une situation très difficile. Le sujet est pendant devant la justice. Je ne voudrais peut-être pas m'appesantir là-dessus, sauf que de souhaiter à mon maire qu'il puisse recouvrer la liberté. Mais que par conséquent, il faudrait que tous les autres maires qui ont l'habitude souvent de faire dans le facile, de faire dans le populisme, de faire souvent dans des choses qui ne sont pas très conformes à la réglementation financière, de prendre ce cas comme un cas d'école, de s'y inspirer et de faire tout leur possible pour satisfaire aux desiderata de leur mandat. Parce qu'un maire, c'est le chef de l'exécutif local. Le président de la République, c'est le chef de l'exécutif national. Un maire, dans un État, c'est comme une chambre dans une maison. Aucune mairie ne peut avoir, je crois, une liberté totale ou une indépendance totale pour faire ce qu'il veut, comme il le veut, quand il le veut, sans avoir au préalable eu à faire des réglages avec l'exécutif. Parce qu'au Sénégal, on a un principe d'unicité de caisse. À la ville de Dakar ou à la ville de Mbaké ou à la ville de Pikine, il n'y a pas de caisse. La caisse est une caisse centrale. Et je crois que les gens devraient comprendre cela. Ne pas verser dans la politique politicienne, éviter les insultes, les vociférations, les injures, parce que ça ne sert à rien. La justice aujourd'hui est en train de faire son travail. Laissons à la justice le temps de terminer ce qu'elle a commencé. Je ne suis pas du tout du même avis que Mbaye Ndiaye. Son avis l'engage, elle l'engage personnellement. Je dis pas du tout. Si j'étais une seule fois convaincu qu'il y avait de la politique là-dedans, je ferais partie de ceux-là qui seraient montés au créneau pour le dénoncer.
J'ai dit tantôt que moi, c'était mon maire, je siège au conseil municipal. Je ne suis pas du tout de son avis. Parce que le dire, c'est quand même insulter les inspecteurs généraux d'État, qui ne sont d'aucune obédience politique, qui ont fait leur job en faisant des investigations. Mais c'est le président de la République, c'est au président de la République de donner suite ou pas. Mais c'est à lui de donner suite ou pas. C'est une mission régalienne, il n'y a rien d'illégal. Il ne faudrait pas que quand on dit pourquoi le président a, il faut également se poser la question pourquoi le président n'a pas. Mais voilà. Mais que les gens arrêtent justement de nous mettre dans des situations, non, le président a voulu mettre tel ou tel autre. Moi, je crois que je ne crois pas à ces choses-là. Et ouais, Tensi. Est-ce que vous connaissez, vous, les dossiers? Vous les connaissez? Vous avez vu les dossiers être déposés sur la table du procureur? Les Sénégalais... Djiboka disait il y a quelques années que les Sénégalais étaient des rumorivores. Aujourd'hui, les Sénégalais sont des buzzivores. Les gens, ils vivent de buzz. Parce qu'il faut que les gens évitent, surtout un responsable, à un certain niveau, doit éviter de dire des choses sans pour autant en avoir la preuve. Mais s'il a dit, attendez, si ces gens-là vont se retrouver devant lui ou devant un juge d'instruction, pourquoi les gens doivent-ils se presser? Les enquêtes, semble-t-il, ont eu lieu pendant 18 mois. C'est maintenant que ça atterrit sur la table du procureur. Ça, c'est du ressort du président de la République. Et votre avis à vous? Vous savez, je n'ai pas d'avis sur ça, parce que je considère que les rapports depuis tout le temps ont été marqués du sceau confidentiel. Je ne peux pas être dans l'État et fouler les principes de l'État. Je me le refuse. Dans le même temps, je le refuse à un homme d'État comme Khalifa Sall. De manière très claire. Un péché, quelle que soit par ailleurs la durée du péché ne saura jamais être une bénédiction. Olof daf koy wax gettax lu mu yàgg ci biir géej du ko tey nekk jasik du ko tax nekk jasik. Ça veut dire quoi? Je suis contre l'argumentaire de dire que ceux qui m'ont précédé faisaient ça. C'est un argumentaire très facile. Non. Quand quelque chose n'est pas réglementaire, ce n'est pas réglementaire. Mais il n'y a aucune non-écriture budgétaire dans les budgets du Sénégal, des collectivités locales, où il y a la mention fonds politique. À l'Assemblée nationale. Non, mais je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas légal. À l'Assemblée nationale, on nous disait, ici, nous votons là les fonds spéciaux qu'on appelle trivialement fonds politiques du président de la République, mais on les vote ici, c'est légal. Il y a une autorisation. Le budget qu'on vote, ça s'appelle loi des finances. C'est pour autoriser le gouvernement à dépenser. Mais nous, dans le même temps, pourquoi on n'a pas voté ces fonds politiques au conseil municipal? C'est parce que ça n'existe pas. Il y a le cabinet du maire, il y a les secours aux indigents, il y a les voyages, etc. Oui, oui, ça c'est des nomenclatures dans le budget. Mais s'il y avait une nomenclature fonds politique, en tout cas moi, je n'ai jamais voté à la ville de Dakar une nomenclature qui s'appelle fonds politique. L'une voté ou l'amul. Que les 20 maires qui étaient là aient fait la même chose, ça ne peut pas dire que c'est légal. Un avenir radieux, comme j'ai eu à le dire un jour en conseil municipal, je me bats moi contre tous ceux qui sont des caciques à côté de Khalifa Sall pour lui dire il ne faut pas t'entendre avec le président Macky Sall. Je me bats aussi contre tous ceux qui sont aux côtés du président Macky Sall pour lui dire il faut pas t'entendre avec Khalifa Sall. Dans les rapports entre le président de la République et le maire de Dakar, c'est des rapports cordiaux, des rapports d'entente, de collaboration. On a toujours vu le maire de Dakar aller à l'aéroport accompagner le président quand il voyage, ou aller à l'aéroport accueillir le président quand il voyage. Dans les cérémonies, on a toujours vu le maire de Dakar à côté du président de la République. A fortiori, eux deux, avec le rapport qu'ils avaient avant cette situation, aujourd'hui, c'est pratiquement une haine viscérale, ce qui n'est pas normal. Les gens doivent savoir raison garder. Comment? Il y a une heure pour la politique, il y a une heure pour le travail. Quand il faut travailler, il faut mettre en avant, je crois, les missions régaliennes, les principes régaliens, je devrais dire. Quand il faut faire de la politique, le terrain est là. Mais au moment de travailler quand même,
La preuve, tous les projets de la ville de Dakar ne se sont pas réalisés. Nous parlons de pavage, c'est quelques rues qui ont été pavées. C'est tout ce que j'ai vu. On a voté depuis 2 ans, je crois, un projet pour mettre du gazon synthétique sur certains espaces. Ça n'a pas été fait. La place de l'indépendance, elle est là. Ne pensez-vous pas que si Khalifa Sall et Macky Sall s'entendaient, tous ces projets seraient aujourd'hui en phase terminale? Parce qu'une mairie ne peut rien faire sans l'État. Donc c'est l'État qui bloque la mairie. Donc, une mairie ne peut rien faire sans l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe d'unicité de caisse. Mais au-delà du principe d'unicité de caisse, mais le budget que le maire fait, il est adopté par qui? Par le préfet. Le préfet est un commis de l'État. Un maire ne peut pas s'ériger en rebelle contre le président de la République. Il n'y a pas de sinon. C'est des conséquences qui sont là. Parce que sur bien des dossiers, le maire peut vraiment aller voir le chef de l'État et lui demander, mais par rapport à telle ou telle autre chose, je souhaiterais que vous puissiez m'appuyer. C'est comme ça qu'Abdoulaye Wade a collaboré avec les maires. Abdou Diouf avait fait la même chose. Senghor aussi, mais dans tous les pays du monde. Et puis il y a combien de maires à l'heure où nous parlons qui sont en prison? Ils sont nombreux pour des fautes de gestion. Dans le monde entier. Hein. Le maire de Québec même, semble-t-il, est en prison. Alors pourquoi les gens devraient s'émouvoir? Est-ce qu'aujourd'hui, M. Khalifa Sall, maire de Dakar, est exceptionnel par rapport à tous ces Sénégalais qui ont pourtant, pour certains, volé un mouton, un coq, un pantalon jean, 100 000 francs, 50 000 francs? Ils sont en tôle. Voilà, ils sont mal nés. Tous les Sénégalais naissent libres et égaux devant la loi. La loi, elle est dure, mais luxe, mais Alex. Elle est dure, hein, mais elle est là, c'est la loi. Elle doit s'appliquer dans sa rigueur à tout le monde. Si demain Zator doit aller en prison, yeah. C'est pas parce que j'ai été député que je dois avoir un privilège pour ne pas aller en prison. Non. Si je vole 2 milliards, je dois aller en prison. Si quelqu'un d'autre, pourquoi moi qui vole 2 milliards, je ne dois pas aller en prison, alors que celui qui vole 100 000 francs doit demain aller en prison? Et je vous assure que si vous alliez aujourd'hui en prison, vous verrez les conditions de vie. De ceux-là qui volent plus d'argent, ils sont dans de très bonnes conditions. Et ceux-là qui volent moins sont dans des conditions extrêmement difficiles. Il faut amener les gens vers la raison et il faut restaurer l'état de droit. C'est un principe de bonne gouvernance, c'est un principe de bonne gestion. Vous remercier pour cet entretien, mais également m'excuser auprès des auditeurs, des téléspectateurs, des internautes. Si j'ai eu à travers cet échange à dire des choses qui ont pu égratigner certains, je m'en excuse, telle n'était pas vraiment mon ambition. Je voulais juste partager avec vous ce que j'ai dans le cœur. Je vous remercie, vous encourage et vous fais un gros coucou pour ceux-là qui nous regardent auprès de vos familles. Salut!